Alors, bonjour à tous. Madame la déléguée territoriale du Défenseur des droits, Madame la principale du collège Nadeau, chers collègues, chers jeunes, j'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir aujourd'hui à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, l'une des 4 écoles du ministère de la Justice, dans ce bel amphithéâtre dénommé l'amphithéâtre Condorcet, nom qui a été donné pour rendre hommage à cette grande figure intellectuelle du mouvement des Lumières. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre du dispositif des cordées de la réussite que vous portez, Madame la principale, et je vous en remercie. Vous le savez, la cordée de l'école permet aux élèves, à vous, élèves, de découvrir les métiers du droit, de l'éducation. Elle permet surtout d'appréhender les droits des enfants et le fonctionnement de la justice, en particulier la justice des mineurs. À travers des projets comme celui du procès fictif, chers jeunes gens, vous vous appropriez vos droits en tant qu'enfant, bien sûr, et vous apprenez à développer votre citoyenneté et à devenir des citoyens responsables. Je tiens à vous témoigner toute ma reconnaissance pour votre engagement, à remercier vos enseignants qui vous ont accompagnés sur ce projet, les professionnels de l'école, bien évidemment, du service de la formation et en particulier de l'équipe Grand Nord, Audrey Top et Ludivine de Courcelles, à remercier Maître Corrales qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui et les stagiaires éducateurs en formation. Je salue tout particulièrement Aurélie Roussel qui porte ce projet depuis son lancement avec un engagement remarquable et sans faille. Merci Aurélie. C'est la 3e année que nous procédons à la restitution avec vous d'un procès fictif pour mineurs que nous allons avoir la joie d'enregistrer et qui pourra nous servir comme support de formation pour nos éducateurs et nos directeurs de service. Enfin, je vous remercie, vous, les parents, qui avez pu venir aujourd'hui écouter vos enfants, les familles des élèves, les collègues qui nous ont rejoints pour ce moment qui, je l'espère, sera fédérateur et l'expression d'un vivre ensemble en République. Je n'oublie pas de remercier aussi l'équipe de la régie qui nous accompagne et qui va faire en sorte que tout se passe bien au niveau technique pour ce projet fictif. Un grand merci à vous tous, encore très heureuse de vous accueillir ici et d'avoir toute cette jeunesse au sein de notre école et je vous laisse la parole, Madame la principale. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais simplement partager le plaisir que j'éprouve avec vous. Et pour ce plaisir de l'après-midi, je voulais remercier, alors évidemment, en premier lieu, à tout seigneur, tout honneur, le NPJJ, notamment sa directrice, mais aussi toute l'équipe, et surtout Aurélie Roussel, avec qui nous avons maintenant l'habitude de travailler. Un grand merci à l'ENPJ parce qu'on sait que c'est un engagement sur ce dispositif de cordée qui peut paraître annexe et qui pour nous est fondamental. Je voudrais remercier évidemment Romain Lejeune et Florian Brou qui sont référents cordée au sein du collège et sans eux, ce dispositif ne pourrait tout simplement pas avoir lieu. Je voudrais remercier également les parents qui sont venus assister à ce moment final, mais qui n'est finalement qu'un début, puisque certains de nos jeunes ont approfondi les cordées en faisant leur stage dans le milieu du droit, et donc ils pensent sérieusement pour leur orientation. Je voudrais remercier aussi les anciens élèves qui sont revenus, les élèves qui ont participé aux cordées les années précédentes et qui sont revenus soutenir les plus jeunes, leurs camarades plus jeunes, et en même temps nous faire un petit coucou, et ça fait toujours beaucoup de plaisir. Voilà, ce plaisir, je ne le boude pas. Il est important dans mon métier d'avoir ce genre de vendredi après-midi chaud doudou où je ne suis là que pour éprouver du plaisir. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que la cordée a pu faire tout au long de cette année.
Tout d'abord, nous avons commencé à nous intéresser au monde de la justice pour mineurs pour pouvoir confectionner notre projet que nous allons vous présenter après. Une fois après avoir bien compris les bases de ce type de justice, nous avons pu donner un rôle à chacun d'entre nous, comme par exemple le rôle d'avocat ou bien même juge. La répartition des rôles enfin finie, nous avons alors préparé un scénario intéressant en relation avec la justice pour mineurs. Nous avons donc travaillé par groupe de 4 ou 5 avec les différents parties regroupées pour pouvoir travailler une défense du suspect et une accusation contre celui-ci comme un vrai procès. Pour le rendre plus réel, certains groupes ont effectué de fausses preuves. Une fois l'affaire prête, nous nous sommes concentrés pour réaliser une version finale afin d'être le plus cohérent possible. Tout ceci a été possible grâce à de nombreuses sorties ou même des interactions avec des personnes travaillant dans la justice. Premièrement, nous avons découvert pour la première fois une vraie audience au tribunal de Lille afin de nous donner un premier aperçu de la justice. Plus tard, nous avons eu l'occasion de discuter avec une avocate pour avancer dans notre procès fictif et pour parler de sa profession. Nous nous sommes également rendus à l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse afin de découvrir cette école, mais aussi d'en apprendre plus sur la justice pour mineurs. Nous avons également eu l'occasion de peaufiner notre scénario grâce aux éducateurs PJJ qui nous ont accompagnés durant une après-midi entière. Les juges vont entrer, levez-vous s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. La première étape du procès, c'est l'instruction des faits. Donc les juges vont lire les faits qui sont reprochés aux prévenus, puis vérifier leurs identités, âge ou bien même prénom, et enfin, elles leur poseront des questions afin de s'assurer de la véracité des faits. Thomas Olsen, Mélissa Renard, levez-vous s'il vous plaît. Thomas Olsen, vous êtes ici parce que vous êtes accusé d'harcèlement sexuel à l'encontre de Jane Lesage, et Mélissa Renard, vous êtes accusée d'harcèlement scolaire et d'atteinte à la vie privée. Entre le 13 décembre 2024 et le 26 janvier 2025, Jane Lesage aurait été victime d'harcèlement sexuel et scolaire. Pendant les vacances de Noël, Thomas Olsen, 17 ans, aurait obtenu le contact de Jane via son amie Mélissa Renard. Thomas aurait commencé à harceler Jane sur Snapchat en lui réclamant des nudes et en lui en envoyant également. De plus, après avoir été bloqué, il lui aurait envoyé une photo de sa maison. Il aurait également demandé à Mélissa de lui fournir la position de Jane. Il aurait donc croisé à plusieurs reprises. À la rentrée, le 6 janvier, Mélissa aurait harcelé Jane au collège avec des montages photos. Cela aurait entraîné son isolement et sa santé s'est dégradée. Le 26 janvier, Jane a porté plainte contre Mélissa et Thomas. Vous pouvez vous asseoir. Thomas Olsen, pouvez-vous vous approcher s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes bien Thomas Olsen, né le 2 mai 2008 et donc vous êtes bien placé actuellement à l'unité éducative d'hébergement collectif de Tourcoing, au 24 rue Guinness à Tourcoing. Ouais. Vous êtes ici parce que vous êtes accusé d'harcèlement sexuel à l'encontre de Madame Jane Lesage. Pendant cette audience, vous pouvez choisir de répondre aux questions, de vous exprimer librement ou de vous taire. Est-ce que vous comprenez bien cela? Ouais. Bien. Je vais revenir sur les faits qui vous sont reprochés. Entre le 13 décembre 2024 et le 26 janvier 2025, vous auriez harcelé sexuellement Jane Lesage. Tout aurait débuté quand vous auriez obtenu son contact via Mélissa Renard, sa meilleure amie. Vous auriez commencé à lui parler sur Snapchat et vous lui auriez envoyé de multiples messages. La plupart de ces messages contenaient des propos sexuels explicites. Vous lui auriez envoyé des photos de vous, nus, et lui en aurait demandé en retour. Vous auriez insisté à de multiples reprises pour avoir une relation sexuelle avec elle, malgré qu'elle vous ait dit d'arrêter, et même qu'elle vous ait bloqué sur cette messagerie.
Vous auriez tout de même persévéré via un nouveau compte. De plus, vous auriez utilisé la géolocalisation de Snapchat pour la surveiller, la suivre et vous lui auriez même envoyé une photo de sa maison. Vous ne vous seriez arrêté qu'au moment du dépôt de plainte. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Ouais, en partie. Très bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé? Ouais. J'ai tout d'abord pris le contact à Jane. On a commencé à parler sur Snap. Au début, tout se passait bien. Et j'ai commencé à déraper. Et j'ai commencé à lui envoyer des photos de moi. Et j'insinuais des choses. Je lui demandais certaines choses qu'elle a refusées. Est-ce que vous pouvez éclaircir quel type de photos vous lui envoyez? Ouais, je lui ai envoyé des photos à caractère sexuel. Et vous dites avoir insinué des choses, c'est-à-dire? J'ai insinué le fait qu'elle ait un rapport avec moi. Et donc à ce moment-là, vous avez trouvé ça approprié d'envoyer des photos à caractère sexuel à cette jeune fille? Ouais, à ce moment-là, je trouvais que c'était normal, entre guillemets. Et donc je vois aussi que vous lui auriez envoyé une photo de sa maison. Pourquoi faire? Bah déjà, même si j'ai envoyé la photo de sa maison, il y avait aucun message de menace derrière. Sinon, je pense que j'aurais par exemple divulgué des informations sur sa famille ou quoi que ce soit. Donc je pense pas que mon message c'était une menace. J'ai découvert par la suite que bah si, c'était une menace, mais sur le moment j'avais pas conscience. Ma question était pourquoi ce message? Hein? Pourquoi? Bah parce que je voulais lui montrer que j'avais des choses pour l'embêter, mais pas pour la menacer. Et donc le fait que elle vous ait vu à plusieurs reprises autour du collège, c'était aussi un hasard? Ouais, certainement. Et donc je vois écrit noir sur blanc sur les messages qu'elle vous a donné un refus clair d'envoyer des messages à caractère sexuel. Pourquoi n'avez-vous pas arrêté? Parce qu'à ce moment-là, je prenais pas en compte ce qu'elle disait. Du coup, ça m'importait peu ce qu'elle disait. Donc j'ai continué. Donc le fait qu'une fille vous dise stop, ça vous passe au-dessus? Oui, à ce moment-là, mais après j'ai bien évidemment pris conscience que quand elle me disait stop, il fallait que j'arrête. Et donc, je vois aussi que vous auriez demandé à Mélissa Renard de répondre des rumeurs sur Jane Lesage. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Non, ça c'est complètement faux. Je lui ai jamais demandé, je lui ai jamais mis la pression. Enfin si, je lui ai demandé, mais sans lui mettre la pression. J'ai jamais frappé ni menacé. Donc Mélissa ment. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Non. Madame la procureure, avez-vous des questions? Oui. Vous avez dit que vous ne pensiez pas que d'envoyer la photo de sa maison allait être troublant pour elle. Est-ce que si quelqu'un vous enverrait une photo de chez vous, vous réagirez comment? Vous penserez quoi de cette personne? Je penserais du mal sur elle, mais si elle insiste, je réagirai mal, comme elle a fait, je porterai plainte, mais voilà. D'accord. Et du coup, vous avez dit que c'était pas pour être méchante avec elle que vous avez envoyé cette photo. Vous voulez que cette photo transmette quoi comme message pour Jane Lesage? Aucun message, je voulais juste qu'elle sache que je m'intéresse à elle, que j'aime bien l'embêter et c'est tout. En envoyant une photo de chez elle? Ouais. D'accord. Madame l'avocate de la partie civile, avez-vous des questions? Oui. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Rien du tout, personne m'a demandé de le faire, je l'ai fait par moi-même. Et vous êtes conscient que c'est grave? Non, j'avais pas conscience avant. D'accord.
Mesdames, messieurs les avocats de la défense, avez-vous des questions? Non. Non. Monsieur Hossein, vous pouvez aller vous asseoir. Madame Dervaux, je vous laisse la parole pour interroger la deuxième accusée. Merci. Mélissa Renard, est-ce que vous pouvez vous approcher s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous appelez bien Mélissa Renard, vous êtes née le 3 janvier 2010 à Waterloo, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Vous résidez actuellement au 24 rue de l'Épaule à Roubaix? Oui. Vous êtes ici parce que vous êtes accusé d'harcèlement scolaire à l'encontre de Madame Jane et de divulgation de sa géolocalisation via une messagerie électronique. Comme dit précédemment, je vous rappelle que vous avez le droit de répondre à nos questions, vous exprimer librement ou choisir de vous taire. Est-ce bien compris? Oui, j'ai compris. On vous reproche notamment qu'à la rentrée du 6 janvier, vous auriez harcelé Jane, montré des montages photos et partagé sa localisation à Thomas Olsen. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Oui, je les reconnais. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre version des faits? Eh bien, j'étais dans ma chambre en train de faire mes devoirs quand Thomas, il est venu me voir. Il m'a demandé le snap de Jane. Je me suis demandé peut-être qu'il voulait juste être ami avec elle et faire connaissance, donc je lui ai donné. Puis il a commencé à me demander de plus en plus de choses. Je me demandais pourquoi et je lui ai demandé, mais il a commencé à être violent envers moi et il m'a frappé plusieurs fois et il m'a également menacé de dire des fausses choses à ma famille d'accueil pour qu'ils me virent de chez eux. Du coup, à force, j'ai accepté de le faire car ça me refaisait penser à mon enfance et j'avais pas envie de revivre ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez pris conscience de la gravité des faits qui vous sont reprochés? Oui, je le regrette énormément. Quel genre de menaces Thomas vous faisait-il exactement? Il me menaçait de raconter des choses à ma famille d'accueil pour qu'ils me virent de chez eux et que je me retrouve toute seule à la rue. On vous reproche d'avoir réalisé des montages photos et de les avoir diffusés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Thomas me l'avait demandé. Je voulais pas, mais il m'a forcé à le faire. Puis il vérifiait que je l'ai bien fait, sinon il me reforçait, il me refrappait. Donc Thomas ne vous a jamais dit pourquoi il s'intéressait à Jane? Non, et j'ai jamais vraiment osé lui demander par peur des conséquences que j'allais avoir. Et donc vous lui auriez donné le contact de Jane sans savoir ce qu'il voulait en faire? Oui, car il avait déjà vu Jane et il savait que c'était ma meilleure amie, donc je me suis dit que peut-être il voulait mieux la connaître. Comme ça, quand on ferait des sorties avec elle ou quoi, ça le dérangerait pas. Vous avez bien pu prendre conscience du mal que ça a pu causer à Jane? Oui, je le regrette énormément. Je le recommencerai plus si ça se repasserait. Et est-ce que vous avez déjà pensé ou voire même avoir envie de vous retourner contre votre meilleure amie? Non, car ça a toujours été ma meilleure amie. Elle était là pour moi à mon enfance, quand j'ai été placée, car on est amis depuis la maternelle, donc j'avais jamais pu imaginer ça d'elle. Est-ce que vous saviez que Thomas pouvait être violent, et si oui, pourquoi lui avoir donné le contact de Jane? Non, il a jamais vraiment été violent avec moi avant tout ça. On faisait souvent des sorties où on jouait à la play ensemble, donc j'imaginais pas qu'il pourrait faire ça. Vous avez aussi donné la position de Jane en temps réel sur Snapchat. Est-ce que vous saviez que c'était illégal? Non, je savais pas. Et comprenez-vous pourquoi c'est interdit par la loi? Car ça peut mettre la victime en danger. Donc vous vous rendez compte qu'avec ce comportement, vous pouvez vous retrouver face à nous, des juges, pour complicité de crime. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Non. Madame la procureure, avez-vous des questions? Oui. Pourquoi vous n'en avez pas parlé à Jane Lesage du coup, avant que évidemment Monsieur Thomas, Monsieur Olsen vous menace ou même vous frappe? Pourquoi ne pas en avoir parlé avant? Je voulais lui en parler, mais
après ce que je lui avais fait, elle m'évitait et elle me rejetait quand j'essayais de lui dire ce qui se passait. Oui, mais justement, avant que ça se passe tout ça. Bah, elle m'en avait jamais parlé, donc je me suis dit que ça se passait bien, donc on n'en a pas parlé. Vous avez jamais posé de questions Non, je voyais pas ce que je pourrais dire. Enfin, ils ont juste fait connaissance au début. Je m'imaginais ça. D'accord, merci. Madame l'avocate de la partie civile, avez-vous des questions? Oui. Qu'est-ce que Monsieur Olsen vous demandait quand vous dites il me demandait de plus en plus de choses sur Jane? C'est quoi comme chose? Bah, il me demandait de faire des montages photos d'elle ou de raconter des rumeurs d'elle au collège ou d'envoyer sa position. Et pourquoi avoir agi comme tel avec votre meilleure amie? Car j'étais sous la menace et je repensais à mon enfance et j'avais pas envie de revivre ce que j'avais déjà vécu. Mais ça a quand même eu une conséquence sur votre amitié? Oui, je le regrette énormément parce que ça avait toujours été une bonne amie et moi je l'ai trahie. D'accord. Mesdames, messieurs les avocats de la défense, avez-vous des questions? Oui. Alors, vous avez dit que Thomas, ici présent, vous avez frappé, mais vous avez pas de traces sur vous de coups. Quelqu'un l'aurait remarqué quand même. Vous êtes en t-shirt, etc. Car les bleus ils sont partis. Car ça commence à faire longtemps que Thomas a été envoyé en foyer. Bah oui, mais les bleus étaient présents à un moment, donc. Oui, mais personne l'avait remarqué parce que je portais toujours des t-shirts manches longues, ayant honte des marques. Ok. J'ai aussi une question. Donc, au début des faits, vous ignorez bien totalement les conversations qu'il y avait entre Jane Lesage et Thomas Olsen. Oui, j'ignorais. Je pensais que Thomas voulait juste commencer à être ami avec Jane. Donc, vous n'aviez vraiment aucune idée de que Thomas pouvait demander de telles choses à Jane? Non, j'en avais aucune idée. Et concernant les traces de bleu, cela fait 3 mois que vous n'êtes normalement plus en contact avec Thomas. Donc, en 3 mois, les bleus sont forcément partis. Il ne vous reste donc aucune autre trace? Oui, il m'en reste aucune. D'accord. Je vous remercie. Vous pouvez aller vous asseoir. Jane est présente aujourd'hui. Jane, est-ce que vous voulez bien vous rapprocher, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. Merci. Voulez-vous bien nous expliquer ce qui s'est passé? Au début, j'ai eu le contact de Thomas et on a commencé à s'échanger des messages classiques comme dans n'importe quelle discussion. Et au bout d'un moment, il a commencé à m'envoyer des messages assez bizarres, demandant tout d'abord qu'est-ce que je faisais. Je répondais que j'étais posée dans mon lit et il me répondait qu'il voulait me rejoindre, qu'il voulait faire un peu de sport avec moi dans mon lit. Également, il a commencé au bout d'un moment à m'envoyer des nudes, des choses comme ça. J'ai pas compris. En plus, il m'en envoyait également. Je lui ai demandé d'arrêter, mais il écoutait rien, il en avait rien à faire. Et quand je lui ai dit que je porterais plainte, c'est comme s'il a répondu en me menaçant, en disant qu'il savait me faire bien plus. J'ai eu vraiment peur. Je comprenais vraiment pas ce qu'il faisait, pourquoi il faisait ça, à moi, qu'est-ce que j'ai fait. En plus, à la rentrée, je l'ai vu, il me suivait dans la rue. Je comprenais pas. Je le voyais dans la rue, j'avais peur de ce qu'il pouvait me faire. Surtout que je l'avais bloqué et il m'avait aussi envoyé une photo de ma maison. À ce moment-là, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, mais si c'est où j'habite, qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il peut me faire? Et également aussi à la rentrée, j'ai précisé qu'il y avait aussi ma meilleure amie, Mélissa, qui a commencé à me harceler. Elle a posté des photomontages sur les réseaux. Également, elle a commencé à faire courir des messes basses et des rumeurs sur moi. Elle m'a mis à l'écart. J'avais peur d'aller en cours. Je voulais même pas. Je voulais rester dans ma chambre à rien faire, à être tout seul, parce que j'avais peur. Ce qu'on me faisait, je comprenais vraiment pas la situation. Pourquoi ça arrivait à moi? Je comprenais vraiment pas. J'étais vraiment bouleversée. Et je tiens à préciser que je comprends pas aussi que pourquoi Mélissa, elle m'en a pas parlé. J'étais sa meilleure amie, et elle m'a jamais dit que Thomas, il a fait il faisait de violence sur elle. Je comprends vraiment pas.
Quand est-ce que vous avez pu constater que c'était trop? Assez rapidement avec Thomas, c'est quand il a commencé à vouloir me rejoindre pour avoir un rapport avec moi, j'ai compris que c'était vraiment trop, et surtout quand il a insisté, c'était vraiment horrible. Tout à l'heure, Mélissa a précisé qu'elle voulait vous en parler et que vous l'évitiez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je l'évitais peut-être, mais c'est parce que comme elle avait fait courir des photomontages sur moi et tout, et des rumeurs, j'avais peur en fait de lui parler. Je voulais pas qu'elle en rajoute, qu'elle me dise des choses. Je pensais qu'elle voulait que du mal de moi. Est-ce que vous avez envisagé d'aller consulter un professionnel pour vous aider à aller mieux? Oui, je suis allée voir un psychologue pendant beaucoup de temps. Ça m'a aidé, j'ai réussi à aller mieux. Là, je me sens actuellement mieux, mais je me sens encore fragile. Les événements, ils sont encore quelque sorte gravés dans ma mémoire. Est-ce que vous êtes parvenu à retrouver une vie stable? À peu près, mais j'avoue que c'est encore fragile. Très bien. Avez-vous des questions? Non. Madame l'avocate de la partie civile, avez-vous des questions? Non, mais je tiens à préciser que Madame Jane Lesage a eu également du soutien scolaire. Madame la procureure, avez-vous des questions? Non, mais je veux juste féliciter Madame Jane Lesage pour avoir eu le courage de venir témoigner en personne devant les personnes qui l'ont fait souffrir. Je vous remercie. Mesdames, messieurs les avocats de la défense, avez-vous des questions? Oui, s'il vous plaît. Donc, pourquoi, après avoir bloqué Thomas une première fois, pourquoi avez-vous continué à accepter les autres faux comptes? Je sais pas accepter, il me les a... Dès qu'il m'a envoyé une photo de ma maison, je l'ai directement bloqué. Oui, mais après, vous ne disiez pas que plusieurs faux comptes continuaient à vous ajouter sur Snapchat? Non, après, je vais pas m'en mentir, je commençais à parler vraiment avec personne. Je voulais rester seule et voir personne. Alors, j'ai refusé ces comptes. D'accord. Je vous remercie pour votre témoignage et je vous félicite du courage dont vous avez fait preuve en vous présentant au tribunal aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous pouvez aller vous asseoir. Nous allons maintenant passer à l'instruction de la personnalité. Donc les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse vont faire leur rapport, puis les juges vont interroger les prévenus ainsi que leurs parents sur leur personnalité, leur rapport à leur histoire personnelle. Nous allons maintenant étudier la personnalité des deux accusés. Nous allons tout d'abord entendre le rapport de l'éducateur qui a suivi Thomas Olsen. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous approcher? Bonjour Madame la Présidente, Mesdames du tribunal, je travaille au milieu ouvert de Waterloo. J'accompagne Thomas depuis plusieurs semaines dans le cadre d'une mesure éducative judiciaire provisoire avec un module de placement. J'ai eu l'occasion de le rencontrer 3 fois. J'ai pu échanger la situation globale avec lui. Thomas est en seconde générale au lycée Jean Moulin, déscolarisé depuis septembre 2024, mais il dit être prêt à reprendre de nouveau une formation dans le bâtiment. Thomas a été placé en famille d'accueil suite à la mort de sa mère, où Thomas avait 5 ans et en raison du problème d'alcool qu'a son père. Thomas et son père ont de bonnes relations. Son père fait également des progrès pour son fils et nous pouvons donc compter sur lui. Dans le foyer dans lequel il a été placé, cela se passe bien. Il n'y a pas eu d'incident, par contre, il a mis du temps à intégrer le règlement. Il ne respecte pas l'heure du coucher et du réveil. Contrairement au début, Thomas a intégré le règlement et le respecte. Il a eu du mal à se lever le matin. Il n'a pas voulu rencontrer la psy du foyer. Il n'a pas revu la victime Jane depuis qu'il est au foyer. Par rapport aux faits, c'est difficile d'en parler avec Thomas. Pour les photos envoyées, il les reconnaît, mais il n'a aucune considération pour la victime. Pour les autres faits, il dit qu'il n'y a pas eu de violence et garde le même discours à chaque entretien. Pour tout ce que je viens d'énoncer, ma proposition éducative est de prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire parce qu'il y a des choses à travailler sur le plan éducatif. À cette MEJP, je propose un module d'insertion pour motiver Thomas dans sa volonté de reprendre une formation dans le bâtiment. Je demande la continuité du module de placement parce qu'il y a un cadre qui lui est posé et que cela l'aidera pour l'insertion.
Selon moi, le module de réparation serait nécessaire pour travailler la reconnaissance de la victime et les faits commis. Je verrai avec Thomas s'il n'est pas judicieux de travailler sur une lettre d'excuse. Enfin, un module de santé serait bénéfique pour que Thomas puisse se libérer et peut-être parler de son environnement familial. Merci bien. Vous pouvez aller vous asseoir. Monsieur Thomas Olsen, pouvez-vous venir à la barre, s'il vous plaît? Donc, est-ce que vous pourriez me parler un peu de vous? Oui. J'ai grandi sans parents. Et mon père est alcoolisé. Et malgré ça, je le vois quand même une fois tous les 2 semaines, le week-end. Et ma mère, elle est morte quand j'avais 6 ans. Du coup, j'ai jamais grandi avec mes parents. J'ai toujours été en famille d'accueil. Voilà. Et votre arrivée en famille d'accueil, comment ça s'est passé? Moi, ça s'est plutôt bien passé. Au début, j'ai du mal à vivre parce que du coup, j'étais plus avec mes parents. Mais après, c'est bien passé. Et à ce moment-là, quelle était votre relation avec Mélissa? C'est toujours bien passé. Et c'est jamais rien passé de grave. Et voilà. Et donc, ça fait quelques mois maintenant que vous êtes passé en unité éducative collective. Comment se passe ce placement? Au début, c'était compliqué. J'avais du mal à me lever et tout. Et puis après, je me suis habitué aux règles. Voilà. Et j'ai cru comprendre que vous étiez déscolarisé depuis le mois de novembre. Pourquoi? Parce que ça me plaisait pas. Je trouvais ça dur. Et j'arrivais pas à suivre le rythme. Et est-ce que vous comptez reprendre une formation ou reprendre tout simplement le lycée? Le lycée, je compte pas le reprendre, mais ouais, je compte suivre des formations dans le bâtiment. Et est-ce que vous pouvez nous donner votre journée typique dans le placement? Au début du foyer ou maintenant? Votre journée habituelle de tous les jours? Ok, je commence à me réveiller déjà. Ensuite, je vais manger des céréales. Après, je vais me doucher. Ensuite, je brosse mes dents. Après, je m'habille. Après, je sors. Je reste toute l'après-midi. Après, je rentre. Je reprends une douche. Je mange. Je joue à la play. Et je redors. D'accord. Et donc, vous parliez de votre père. Est-ce que vous le voyez toujours? Oui, une fois tous les 2 semaines. Et comment ça se passe? Ça se passe bien. Vous faites quoi en général? On reste chez lui, on regarde la télé, on va au cinéma, on va voir des matchs, et voilà. Et donc, vous dites que vous allez au cinéma, vous regardez quoi comme type de film? N'importe quel type. Il y a pas de particularité. Et donc, vous avez des amis dans le placement? Ils sont pas dans le placement, mais ouais, j'en ai. Et comment ça se passe avec eux? Ça se passe très bien. Et vous dites avoir du coup aucune considération pour la victime. C'est-à-dire? Non, je pense qu'il a choisi les mauvais mots. J'ai pas d'autres mots pour reprendre ces termes, mais j'ai pas un manque de considération, juste j'ai peut-être pas assez d'empathie pour elle. Je comprends pas vraiment ce qu'elle subit, mais je regrette ce que j'ai fait. Et donc j'ai cru comprendre que les paroles d'une fille ne vous importaient pas forcément. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des relations que vous entretenez avec les filles? Avant d'en reparler avec mon éducateur, la femme, son avis, ça m'importait peu. Sa parole, ce qu'elle disait, c'était pas important. Mais parce que j'ai jamais eu une vraie éducation, m'apprendre à respecter les femmes. Parce que déjà mon père, il a du mal à m'apprendre des choses. Donc voilà. Et maintenant, qu'en pensez-vous? Non, je pense qu'on est tous égaux.
qu'on vaut tous la même chose. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. Madame la procureure, avez-vous des questions? Oui. Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez refusé de voir la psychologue? Parce que je pense que c'est pas une personne comme un psychologue qui va résoudre mes problèmes. C'est à moi de résoudre mes problèmes moi-même. Et pourquoi vous pensez ça? Parce que je pense que c'est juste à moi de me poser des questions, de me remettre en question. C'est pas une psychologue qui va me dire ce que je dois faire, comment je dois réfléchir. Donc voilà. Parce que c'est une femme? Non, du tout. D'accord, merci. Madame l'avocate de la partie civile, avez-vous des questions? Non, je n'en ai pas. Messieurs, mesdames, les avocats de la défense, avez-vous des questions? Non. Non. Merci, vous pouvez aller vous asseoir. Je crois que le père, monsieur Maxime Olsen, est dans la salle. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Bonjour, vous êtes bien monsieur Maxime Olsen, né le 13 juillet 1983, résident au 14 rue Victor Hugo à Waterloo. Est-ce bien ça? Oui, c'est ça. Donc, que pensez-vous de la situation actuelle de votre fils? Moi, la situation que mon fils est en train de subir, je la découvre un peu aujourd'hui. Il m'en avait pas vraiment parlé. J'ai appris qu'il était impliqué dans ça il y a 3 mois quand j'ai reçu la convocation pour le jugement. Donc là, j'avoue que j'essaie un peu de comprendre ce qui se passe, de quoi il m'a accusé mon fils, mais moi je savais pas, il m'en avait jamais parlé. Donc, quand vous le voyez, depuis que vous avez reçu la convocation, vous lui en avez jamais parlé? Non, il avait pas envie d'en parler. Il disait que c'était un truc assez difficile. Je savais qu'il avait été placé en foyer aussi, donc j'ai pas trop envie de forcer sur ça. Je sais que ça pouvait lui faire mal un peu, donc j'avais pas envie de. Et selon vous, le comportement actuel de votre fils, il peut provenir d'où? Bah alors moi, c'est pas comme ça que j'ai essayé de l'éduquer. Je pense que la famille d'accueil il y a un peu pour quelque chose, parce que moi ça fait longtemps qu'on m'a plus rien confié par rapport à son éducation. Je le vois que toutes les 2 semaines, le week-end. Donc finalement c'est pas forcément moi qui m'occupe de tout ce qui est nécessaire pour l'éduquer. C'était parce que j'avais des problèmes avec l'alcool, mais depuis ce temps-là, j'avais un peu honte de pas être capable de m'occuper de mon propre fils. Du coup, j'ai été faire des choses, j'ai vu des gens pour m'aider à surmonter un peu tout ça. Et votre fils dit que quand il était plus petit, vous étiez plutôt un père absent. Est-ce que vous pouvez... Ouais, bah ça c'est à cause de l'alcool, hein. C'était très difficile pour moi de m'en sortir, et c'est vrai que j'étais pas souvent à la maison. Quand j'étais là, je me disputais souvent avec sa mère parce que elle trouvait que j'étais aussi absent. Et donc, comment avez-vous réagi face à la mort de votre épouse? Et j'étais triste évidemment. Du coup, ça m'a encore plus plongé un peu dans des idées noires, et ça a été très compliqué pour moi. J'ai mis du temps à me rendre compte que c'était un peu de ma faute, que mon fils il devait aller en famille d'accueil. C'est pour ça que j'avais très honte, et j'ai essayé de devenir une personne meilleure. Et est-ce que, selon vous, cette séparation a pu avoir des conséquences sur votre fils? Ouais, je pense. Être séparé de son seul parent après que l'autre soit mort, c'est une épreuve qui peut faire mal. Donc je pense que sa famille d'accueil dans laquelle il a été placé, elle était pas vraiment à son écoute. Elle s'est pas vraiment inquiétée de son état, tout ça. Donc moi, je pense que je pourrais le récupérer si jamais il y a besoin. Et vous avez déjà pensé à parler de ça avec la famille d'accueil? Non, jamais. Bah parce que jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, je vous ai dit, je savais pas qu'il était impliqué dans ce genre d'histoire. Je pensais que ça se passait bien. Il m'en parlait jamais quand on se voyait. Étant donné que
votre femme est morte, est-ce que vous avez pu retrouver quelqu'un? Ouais, j'ai déjà réussi à retrouver, mais ça s'est mal passé aussi. Je me disputais parce qu'on n'était pas d'accord sur plein de sujets. Du coup, là, pour l'instant, je suis tout seul et je suis en train de rechercher un emploi. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous pensez des femmes? Moi, je pense que les femmes et les hommes, elles sont égaux. C'est pas forcément que j'étais, on va dire, misogyne quand j'étais avant. Mais c'est juste que j'étais pas dans mon état normal à cause de ce que je prenais. Et c'était assez compliqué d'assumer le rôle de père. Du coup, je comptais un peu sur elle pour faire tout ce qu'il fallait, parce que j'étais pas vraiment en capacité de le faire. Vous dites que pour vous, les hommes et les femmes sont égaux. Pourtant, ce n'est pas ce que dit votre fils. Ouais, ça, c'est parce que il a dû avoir une mauvaise image des femmes après que je me sois disputé avec autant, notamment avec sa mère. Et vu que je suis l'une des seules personnes qui voit assez régulièrement, on s'entend très bien, je pense que je l'influence, même si c'est pas forcément dans le bon sens. Et est-ce que vous avez déjà essayé de régler cela? Non, pas spécialement. Et est-ce que, d'une façon ou d'une autre, vous vous sentez responsable de ce que votre fils est devenu aujourd'hui? Non, pas vraiment, parce que je vous ai dit, j'ai tellement peu participé à son éducation, donc d'un côté c'est un peu de ma faute de pas avoir été assez présent, mais ceux qui étaient là pour le faire et qui le faisaient mieux que moi l'ont apparemment pas fait comme il fallait non plus. Vous prenez conscience que c'est quand même de votre faute si il a une mauvaise image des femmes aujourd'hui? Ouais. Mais vous ne sentez pas coupable? Non. Est-ce que vous avez des questions? Non. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites dans la vie de tous les jours? Là, je vous ai dit, je suis en recherche d'emploi, donc j'ai déposé quelques CV, notamment sur des chantiers, parce que je travaille dans le bâtiment. Et du coup, en ce moment, vu que je suis sans emploi, je reste un peu chez moi. J'en profite pour dormir, pour me reposer. Madame la procureure, avez-vous des questions? Non. Madame l'avocate de la partie civile, avez-vous des questions? Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à consommer autant d'alcool? J'ai commencé quand j'étais jeune et j'avais du mal à m'arrêter, donc c'est pour ça que ça s'est empiré au fil des années et que c'était encore de plus en plus difficile pour moi. Mais vous avez conscience que votre fils vous voyez consommer? Ouais, j'ai conscience, ouais. Mais vu que mon père, ça le dérangeait pas non plus quand j'étais enfant, je me suis dit que c'était normal de boire autant. D'accord. Messieurs, mesdames, les avocats de la défense, avez-vous des questions? Oui. Alors, vous avez dit que c'était pas votre faute, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous avez toujours pas la garde de votre enfant? Ça, j'en sais rien. Hein. Je m'y connais pas vraiment en justice, donc je peux pas vraiment vous dire. Je suppose que j'ai encore des progrès à faire et que ça doit se faire petit à petit. Mais je pense que je pourrais récupérer sa garde d'ici peu si je m'applique, que je retrouve un travail et une stabilité. Ok. Merci monsieur, vous pouvez aller vous asseoir. Si. Madame Dervaux, je vous laisse mener l'étude de la personnalité de Mélissa Renard. Merci. Nous allons d'abord entendre le rapport de l'éducatrice qui a suivi Mélissa Renard. Madame, est-ce que vous pouvez vous rapprocher? Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons.
À Madame la Présidente, Mesdames les juges du tribunal, je travaille pour le milieu ouvert de Roubaix en qualité d'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse. J'ai pu rencontrer Mélissa Renard suite aux accusations de harcèlement déposées par Jeanne Lesage. J'ai rencontré Mélissa 3 fois, c'est une jeune fille âgée de 15 ans, née le 3 janvier 2010. Elle vit dans la même famille d'accueil depuis l'âge de ses 6 ans. Toute autre fois, elle rend visite à sa mère, Christine Renard, tous les week-ends. Son père, Yvan Dupont, est quant à lui en prison depuis bientôt 10 ans pour trafic de stupéfiants, d'armes et de violences conjugales. Elle a donc assisté à des scènes de violence extrêmes et a aussi reçu des coups de son père, ce qui a pu lui causer des traumatismes psychologiques. Suite à la condamnation d'Yvan Dupont, sa mère a rencontré énormément de problèmes financiers, c'est pourquoi qu'il a été décidé de la placer en famille d'accueil à l'âge de ses 6 ans. Mélissa vit dans la même famille d'accueil depuis ses 6 ans. J'ai pu rencontrer sa famille d'accueil. Les parents considèrent Thomas et Mélissa comme leurs enfants biologiques. Ils ont une bonne relation avec eux et témoignent n'avoir jamais vu Thomas Olsen violenter Mélissa Renard. Les deux auraient même une très bonne relation. La mère adoptive de Mélissa m'a avoué que par moments Thomas pouvait se montrer très agressif, mais qu'après s'être comporté de la sorte, il s'excusait immédiatement, ce qui ne l'a jamais inquiété outre mesure. Hormis cela, ils organisent des sorties ensemble, communiquent et essaient de dialoguer avec les enfants. Sa relation avec Thomas est très complexe, elle prétend le considérer comme son frère biologique, pourtant elle reconnaît qu'il aurait déjà levé la main sur elle à plusieurs reprises. Il l'aurait aussi menacé de refaire ou de faire en sorte qu'elle quitte sa famille d'accueil si elle ne lui procurait pas les informations qu'il souhaitait, comme son compte sur le réseau social Snapchat, sa localisation via le réseau, ou si elle ne divulguait pas des fausses informations sur Jeanne. Ce chantage l'aurait conduite à harceler Jeanne Lesage au collège Gustave Nadeau à Waterloo. Mélissa a une bonne scolarité, elle a des notes satisfaisantes, cependant elle a été exclue du collège Gustave Nadeau dû aux accusations de harcèlement. Elle est de ce fait scolarisée au collège Émile Zola. Le quotidien de Mélissa alterne entre le collège, ses amis et son activité sportive. Mélissa fait du handball. Elle sort assez régulièrement avec ses amis au parc ou au centre commercial. Néanmoins, à un couvre-feu, Mélissa doit être rentrée avant 19h30. Mélissa a conscience de ce qu'elle a fait subir à Jeanne Lesage. Pourtant, elle ne rejette toute la faute sur Thomas Olsen. Tout ce qu'elle aurait commis serait de la faute, même si elle souhaite se faire pardonner de ses actes. Après avoir discuté de la famille de Mélissa et elle-même, je pense que ce qui serait le plus adapté serait une mesure éducative judiciaire provisoire avec un module santé incluant un suivi psychologique dans le but de l'aider à prendre conscience de la gravité de ses actes pour parler de ce qu'elle a pu subir pendant son enfance ainsi qu'un module réparation. Ce module permettrait au service d'aider Mélissa quant à sa responsabilité dans les actes commis, puisque jusqu'à présent, elle n'a toujours pas pris conscience de ses actes commis, même si elle exprime des regrets. Je vous remercie. Vous pouvez aller vous asseoir. Mélissa Renard, est-ce que vous pouvez venir à la barre, s'il vous plaît? Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance et de vous en général? Quand j'étais petite, mon père nous frappait, moi et ma mère, et faisait également du trafic de stupéfiants et d'armes, jusqu'à ce que ma mère porte plainte contre lui et qu'il soit envoyé en prison. Et ma mère n'étant pas à l'aise financièrement, elle a préféré me mettre en famille d'accueil pour mon bien. Donc moi j'étais scolarisée au collège Gustave Nadeau pendant 4 ans. Je faisais section handball là-bas. Puis j'ai été affectée au collège Émile Zola. Très bien. Et comment ça se passe dans votre famille d'accueil depuis le départ de Thomas? Ça se passe bien, même si je suis plus réservée et je leur parle très peu, leur en voulant de pas avoir remarqué les actes de Thomas envers moi et de pas m'avoir protégée comme ils devaient le faire. Donc, vous pensez que c'est un peu de leur faute de ne pas avoir remarqué, du coup? Oui, car en nous prenant sous leur garde, ils étaient censés nous surveiller et nous protéger, alors que moi, j'ai pas été vraiment protégée. Et comment ça se passe dans votre nouvel établissement? Ça se passe bien. J'ai pu retrouver des anciennes amies de la primaire et on s'entend toujours bien. Et est-ce que vous aviez déjà fait circuler de fausses rumeurs à propos de quelqu'un d'autre?
Non, et je le ferai jamais parce que je trouve que c'est honteux de faire ça envers quelqu'un qui n'a rien demandé. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre relation avec Thomas? Avant tout se passait bien, je le considérais comme mon frère. On faisait des sorties ensemble où on jouait à la play comme je l'avais dit avant. Mais depuis ce qui s'est passé avec Jane, il a commencé à être violent avec moi. Donc je me suis éloignée de lui. Et est-ce qu'il vous a déjà parlé de ses relations avec les filles ou de ce qu'il pensait? Non, et je lui ai jamais demandé, trouvé ça bizarre de demander ses relations. Et que faites-vous de vos journées? Du coup, je vais au collège. Puis quand je rentre, je fais mes devoirs et je vais me coucher. Enfin, je me douche aussi. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. Madame la procureure, avez-vous des questions? Non. Madame l'avocate de la partie civile, avez-vous des questions? Non, je n'en ai pas. Mesdames, messieurs les avocats de la défense, avez-vous des questions? Non. Non. Très bien. Merci, vous pouvez aller vous asseoir. Je crois que la mère de Mélissa, Madame Christine Renard, est dans la salle. Est-ce que vous pouvez venir à la barre, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien Christine Renard, née le 3 mars 1990 et résidant actuellement le 21 rue Le Petit à Roubaix? C'est ça. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de la situation? Tout d'abord, j'aimerais dire que la famille d'accueil est irresponsable de ne pas avoir protégé ma fille face à Thomas. Elle est là pour l'aider et elle a plus descendu qu'autre chose. Qu'est-ce que vous voulez dire par elle l'a plus descendu qu'autre chose? Elle est là pour la protéger, pour l'aider, faire le travail que je n'ai pas pu faire durant ces années, puisque la garde m'a été enlevée et elle n'a pas été là pour ma fille. Donc c'est le fait qu'ils n'ont pas été là qui vous met en colère, mais pourquoi vous dites que ça l'a descendu? Parce que ma fille a pas mal de problèmes dans le passé et ce que Thomas lui a fait revivre ses problèmes. D'accord. Et durant les événements, est-ce que vous avez remarqué des changements dans son comportement? Au départ, quand je l'avais le week-end, elle me parlait de comment ça se passait au collège et tout. Et quand elle a été déscolarisée de Nado, elle a commencé à être distante et plus trop me parler du collège. Et est-ce que vous aviez remarqué autre chose? J'ai remarqué qu'elle avait pas mal de bleus. Mais quand je lui faisais des allusions à ça, elle disait qu'elle était juste tombée au handball ou alors dans les escaliers. Très bien. Et comment avez-vous réagi en apprenant tout ça? J'étais hors de moi, vraiment en colère, que la famille d'accueil n'a pas pu protéger ma fille et que Thomas l'avait frappée, puisque ma fille le considérait comme son frère et Thomas faisait ça. Après, j'étais aussi en colère contre elle, puisque faire ça à Jane, c'est impardonnable. Donc vous vous rendez compte que c'est grave ce qu'elle a fait? Bien sûr. Est-ce que vous blâmez la famille d'accueil pour tout ce qu'elle a fait? Oui. Vous pouvez développer? La famille d'accueil est là pour l'empêcher de faire des bêtises, pour la protéger également, et elle n'a pas fait son rôle. Très bien. Et est-ce que votre fille a déjà parlé de Jane en mal? Non. Vous a-t-elle déjà parlé de la question du harcèlement? Non, jamais. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. Madame la procureure, avez-vous des questions? Non. Madame l'avocate de la partie civile, est-ce que vous avez des questions? Non, je n'en ai pas. Mesdames, messieurs les avocats de la défense, avez-vous des questions? Oui. Vous avez dit que vous avez remarqué des bleus sur votre fille. Vous l'avez remarqué une fois ou alors plusieurs fois? Plusieurs fois. Donc même en la voyant seulement le week-end, ces bleus restaient quand même très marquants. Oui.
vous pensiez vraiment que ces bleus étaient dus seulement à des chutes? Bah, je pensais, puisque au handball, elle tombe souvent, et dans l'escalier, c'est possible de tomber normalement. D'accord, merci. Je vous remercie. Vous pouvez aller vous asseoir. Nous allons maintenant passer à la parole à la partie civile. Donc l'avocate de la partie civile va faire sa plaidoirie et demander des dommages et intérêts pour compenser les préjudices subis par la victime. La parole est à l'avocate de la partie civile. Maître, nous vous écoutons. Bonjour mesdames les juges, je suis ici pour vous parler au nom de ma cliente. Elle s'appelle Jane Lesage. C'est une fille comme les autres, qui allait à l'école, qui riait, qui avait une meilleure amie, des rêves et une vie normale. Mais un jour tout a changé. Thomas, un garçon qu'elle connaissait, a fait quelque chose de très grave. Il lui a fait du mal, il l'a harcelée sexuellement, il a détruit une partie d'elle, une partie qu'on ne voit pas à l'extérieur, mais qui fait très mal à l'intérieur. Jane a eu beaucoup de courage, elle a parlé, elle a dit la vérité. Ce n'est pas facile pour une enfant de raconter quelque chose d'aussi dur. Et elle espérait que sa meilleure amie, Melissa, serait là pour elle. Mais non, sa meilleure amie s'est retournée contre elle. Elle ne l'a pas cru, elle l'a laissé tomber et elle a également participé au harcèlement. Et ça, c'est une autre blessure. Jane n'a rien fait de mal, elle veut juste être entendue, elle veut qu'on sache ce qui s'est passé, qu'on reconnaisse sa souffrance, elle veut qu'on la croie, surtout elle veut que Thomas et Melissa répondent de ce qu'ils ont fait pour qu'elle puisse se reconstruire. Aujourd'hui, je vous demande de ne pas fermer les yeux, de ne pas laisser passer ça. Jane est une victime, elle mérite justice, elle mérite d'être protégée. Depuis cette agression, Jane ne dort plus comme avant. Elle fait des cauchemars, elle vit dans la peur, elle a dû s'absenter du collège, rater plusieurs semaines de cours, elle a pris du retard qu'elle tente aujourd'hui de combler grâce à du soutien scolaire, pas pour prendre de l'avance, simplement pour retrouver un niveau qu'elle avait avant. Maintenant, je vous demande de compenser les préjudices subis. Ses parents paient 2 séances de soutien scolaire par semaine à 40 € chacune, soit environ 320 € depuis 6 mois. À cela s'ajoute le suivi psychologique. Jane consulte une psychologue spécialisée en traumatisme de l'adolescence, 70 € la séance, 1 à 2 fois par semaine, selon son état. Cela représente entre 300 et 500 € par mois. Ces dépenses s'ajoutent mois après mois. À ce jour, la famille a déjà déboursé plus de 5 000 € et cela continue car Jane est loin d'être remise. Parce qu'on ne tourne pas la page d'un traumatisme si profond du jour au lendemain. 5 000 €, ce n'est pas un chiffre théorique. C'est ce que ses parents ont payé pour essayer de reconstruire leur fille. Mais l'argent ne ramènera pas la paix, la confiance, ni l'innocence qu'on lui a arrachée. Monsieur le juge, mesdames et messieurs, je vous demande aujourd'hui, mesdames les juges, je vous demande aujourd'hui de reconnaître cette souffrance, de reconnaître Jane comme victime et de reconnaître que cette agression a eu des conséquences graves, réelles, durables. C'est pourquoi nous demandons une indemnisation à hauteur de 7 000 € pour les 5 000 € de frais déjà engagés et pour les soins encore nécessaires dans les mois à venir. Rien ne pourra effacer ce que Jane a vécu, mais aujourd'hui, en lui accordant justice et réparation, vous pouvez lui dire une chose essentielle, qu'elle a eu raison de parler et qu'elle n'est pas seule. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la parole au ministère public. Donc la procureure effectue son réquisitoire. Elle défend l'accusation contre les prévenus et fait des propositions de mesures que les juges pourront décider de suivre ou non.
Monsieur Thomas Olsen a envoyé des messages à caractère sexuel et demandé des photos à connotation sexuelle de manière répétée à une mineure qui a dit à plusieurs reprises d'arrêter de lui envoyer ce genre de messages. Je peux citer comme exemple: allez, ça sera trop bien, en plus tu feras du sport. Ou encore quand Madame Le Sage dit qu'elle va porter plainte et que pourtant Monsieur Thomas Olsen lui répond: oh, ça va, c'est rien du tout comparé à ce que je sais faire. Excusez-moi, Madame la procureure, Monsieur Thomas Olsen, vous trouvez ça drôle la situation dans laquelle vous êtes? Il a demandé la localisation de Jane Lesage via un réseau social. Ce qu'il a fait correspond aux faits qui lui sont reprochés et à l'harcèlement sexuel selon l'article 222 alinéa 33 du Code pénal. Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste. La connotation sexuelle et le caractère répété sont bien présents. Qui plus est, son comportement porte atteinte à la victime, porte atteinte à la dignité de la victime en raison du caractère dégradant ou humiliant, soit crée à l'encontre de la victime une situation intimidante, hostile ou offensante. Cette situation est bel et bien intimidante, et Jane Lesage le dit bien. Elle a eu peur, elle croise à plusieurs reprises Thomas Olsen dans la rue. Il envoie une photo de chez elle, ce qui a entraîné une détresse émotionnelle de Jane Lesage. Sa culpabilité est clairement établie. Par ailleurs, je vous demande de retenir les circonstances aggravantes suivantes: mineur de moins de 15 ans et utilisation d'un réseau social. La peine encourue est bien de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Je vous prie de prendre en compte les faits constatés et mon avis. Mon rôle est de protéger les victimes et la société. Je propose de mettre à Thomas Olsen un contrôle judiciaire avec pour obligation une obligation d'insertion pour reprendre des études ou une formation, une obligation de suivi psychologique vu comme il a refusé d'aller voir la psychologue avec son éducateur PJJ, la continuité du placement et l'interdiction de rentrer en contact avec la victime et avec Madame Renard. Madame Mélissa Renard, qui est censée être la meilleure amie de Jane Lesage, a commencé à faire des photomontages qu'elle a diffusés sur une application Crée des rumeurs sur elle, ce qui correspond à du harcèlement scolaire selon l'article 222 alinéa 33 alinéa 2 alinéa 2 du Code pénal. Le fait d'harceler une personne par des propos ou comportements ayant pour objet ou pour effet une dégradation de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, ces faits sont bien présents. Jane Lesage a fait une détresse émotionnelle. Ce n'est pas à prendre à la légère. Comme elle l'a dit, elle a dû aller voir des spécialistes pour reprendre une vie normale. Et encore, elle le dit bien, c'est encore tout à fait fragile. En plus, Mélissa Renard a même envoyé la localisation de, je cite, de sa meilleure amie à une personne dangereuse qui est Thomas Olsen. Certes, elle a dit avoir été menacée par Thomas Olsen, mais il ne l'a pas menacée avec un couteau sous la gorge. Selon l'article 226 alinéa 1 du Code pénal, en captant, enregistrant ou transmettant par quelque moyen que ce soit la localisation en temps réel ou en différé d'une personne, sans le consentement de celle-ci, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Mélissa Renard a bel et bien envoyé la localisation de Jane Lesage sans l'accord de celle-ci. Madame Mélissa Renard aurait pu à tout moment en parler à quelqu'un, comme à sa famille d'accueil, et surtout à sa soi-disant meilleure amie. Ce qui aurait pu l'empêcher de lui faire ça. Mais elle a décidé de faire subir à sa meilleure amie du harcèlement scolaire. Je vous prie de prendre en compte les faits constatés et mon avis. Je propose de mettre à Madame Mélissa Renard une mesure éducative judiciaire provisoire avec le module réparation pour qu'elle se rende compte de ses actes, une interdiction de rentrer en contact avec la victime et Thomas Olsen. Merci de m'avoir écouté. Je vous remercie, Madame la procureure. Nous allons maintenant passer à la parole aux avocats de la défense. Donc les avocats respectifs des deux prévenus vont faire leur plaidoirie pour défendre leurs clients.
La parole est maintenant aux avocats de la défense. Maître Desfachel, nous vous écoutons. Madame la Présidente, Mesdames les juges, je me tiens aujourd'hui devant vous pour défendre non pas un monstre, mais un jeune homme brisé, cabossé par la vie dès le plus jeune âge. Thomas Olsen, un nom que vous entendez aujourd'hui associé à des actes graves. Je ne suis pas ici pour nier les faits, mais pour vous donner les clés nécessaires pour comprendre l'être humain derrière l'accusé. Thomas a 5 ans quand sa mère meurt. 5 ans. Il n'aura plus l'occasion de l'appeler maman. Très vite, il se retrouve seul face à un père alcoolique, absent. Son enfance, il n'en a eu que le nom. Sans repère, sans amour, sans modèle. Malgré tout cela, Thomas n'a jamais cessé de lutter. Il aurait pu tomber, sombrer, abandonner, mais non, il s'est battu. L'erreur qu'il a commise, l'acte qui lui est reproché, il le regrette profondément. Mais peut-on le réduire à cela? Peut-on oublier le contexte? Peut-on oublier le passé? Les efforts faits jusqu'à aujourd'hui pour devenir un homme meilleur? Thomas n'est pas un délinquant sexuel, c'est un jeune homme qui cherche encore ses repères, qui a manqué d'éducation affective, de limites, de guide. Mesdames les jurés, la justice ne doit pas être aveugle, elle doit être humaine, punir oui si nécessaire, et surtout comprendre, accompagner et réparer. Aujourd'hui, Thomas a besoin qu'on lui tende la main, pas qu'on l'enfonce davantage. Je vous demande de ne pas condamner un avenir. Thomas Olsen a fait des erreurs, il a besoin d'aide. Merci. Merci maître. L'avocate Mélissa Renard, nous vous écoutons. Mesdames les juges, ma cliente est une jeune fille de 15 ans qui est actuellement placée en famille d'accueil depuis l'âge de ses 6 ans. Avant cet âge-là, Mélissa n'a pu vivre que dans un foyer instable. Elle a été témoin de violences conjugales de son père sur sa mère et en a aussi été victime. En arrivant dans cette famille d'accueil, ma cliente s'y est rapidement épanouie. Elle a grandi aux côtés de Thomas Olsen, avec qui elle se sentait très bien. Au collège, c'est une bonne élève, qui obtient de bons résultats, qui a des amis et qui est respectueuse envers le personnel éducatif. Mélissa et Jane s'entendaient très bien, on pouvait même parler de meilleurs amis. Mais un jour, Jane est venue lui parler du comportement de Thomas à Mélissa. Il lui aurait envoyé des nudes avant de lui-même en demander. Mélissa ne croyait pas Thomas capable de cela, et n'ayant aucune preuve, ma cliente n'a pas voulu y croire. Peu de temps après cet incident, Thomas a radicalement changé de comportement avec Mélissa. Il a commencé à se montrer violent dès que quelque chose lui déplaisait, que ce soit à leur domicile ou même en extérieur. Ma cliente reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Elle avoue avoir diffusé ses photomontages à caractère sexuel et avoir harcelé Jane au collège. On peut alors se demander, mais pourquoi a-t-elle fait cela? Car elle était menacée, même frappée par Thomas, qui n'était pas seulement violent physiquement, mais aussi psychologiquement. Il lui disait que si elle ne l'écoutait pas, il diffuserait de fausses informations, et ma cliente finirait donc par devoir quitter cette famille d'accueil où elle a pu trouver une stabilité. Tout ce comportement venant de Thomas à Mélissa n'a pu lui rappeler que des traumatismes causés par les anciennes violences de son père. Mélissa n'a connu quasiment que des relations familiales toxiques. Tout d'abord à cause de son père, puis par la suite à cause de Thomas, qu'elle considérait comme un frère. Tous ces événements sont donc responsables du fait que ma cliente soit devenue extrêmement influençable. Elle regrette énormément ses actes et a aujourd'hui pris conscience de ses agissements et des conséquences que cela a provoquées sur Jane Lesage. Aujourd'hui, Thomas Olsen ne vit plus dans cette famille d'accueil. Ma cliente semble aussi plus apaisée depuis ce départ. Pour terminer, ma cliente a pu être une harceleuse, mais il ne faut pas négliger qu'elle est aussi une harceleuse harcelée. Je tiens à le répéter encore une fois, Mélissa reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Elle ne les nie en aucun cas. C'est une victime qui a besoin d'aide. Je pense donc qu'il lui faudrait un module qui pourra l'aider et non qui la punira. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer à la parole au prévenu à la fin des débats. Les juges demandent au prévenu s'il souhaite ajouter quelque chose avec la fin des débats. Thomas Olsen, levez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Merci, vous pouvez vous rasseoir. Mélissa Renard, levez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui.
Je reconnais les faits et je le regrette énormément. J'aimerais m'excuser auprès de toi, Jane. Je regrette énormément ce que j'ai fait et j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Notre relation me manque et j'espère que on pourra la retrouver. Merci beaucoup. Nous allons maintenant nous retirer pour le délibéré. L'audience est suspendue. Nous allons passer au délibéré. Les juges discutent ensemble afin de décider de la culpabilité des prévenus et de se mettre d'accord sur les mesures provisoires à mettre en place avant l'audience de sanction. Ils doivent également décider du montant des dommages et intérêts accordés à la partie civile. Les juges entrent. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Thomas Olsen, Mélissa Renard, est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Je vais maintenant vous présenter la décision que nous avons prise à votre sujet. Thomas Olsen, tout d'abord, nous vous déclarons coupable des faits d'harcèlement sexuel à l'encontre de Jane Lesage. Dans l'attente de l'audience du prononcé de la sanction, nous avons décidé la prolongation des mesures éducatives provisoires déjà mises en place, à savoir, nous maintenons le placement en unité éducative d'hébergement collectif. Vous avez l'interdiction d'entrer en contact avec la victime Jane Lesage et la coprévenue Mélissa Renard. Nous ordonnons aussi la mise en place d'un module insertion avant de vous aider à reprendre une formation. Nous demandons aussi un module réparation afin que vous preniez conscience de la gravité des faits qui vous sont reprochés et que vous travaillez avec votre éducateur ou votre éducatrice sur une manière de réparer le tort que vous avez causé. Enfin, nous demandons la mise en place d'un module santé afin d'envisager un suivi psychologique. Il est essentiel que vous respectiez ces règles. Vous devez comprendre que si vous choisissez de ne pas participer aux actions, je me verrai dans l'obligation d'ordonner votre placement sous contrôle judiciaire. Si je devais vous placer sous contrôle judiciaire, cela pourrait vous amener en prison. Est-ce que vous comprenez bien cela? Mélissa Renard, si le tribunal a pris en compte la situation qui vous a conduit à harceler votre camarade, vous êtes malgré tout reconnu coupable des faits qui vous sont reprochés. Nous ordonnons donc la mise en place des mesures éducatives judiciaires provisoires avec un module réparation grâce auquel nous espérons que vous prendrez conscience de la gravité de ce que vous avez fait et que vous réussissez à trouver un moyen de vous amender. Nous décidons aussi la mise en place d'un module santé pour vous accompagner psychologiquement dans cette situation. Vous avez aussi l'interdiction d'entrer en contact avec Thomas Olsen. En réaction à vos attitudes positives au cours de ce procès, nous avons décidé de ne pas vous interdire d'entrer en contact avec Jane Lesage, en espérant que vous arriverez à reconstruire le lien de confiance qui vous unissait. Pour la partie civile, nous vous condamnons tous les deux au paiement de 7 000 € de dommages et intérêts. Pour finir, l'audience du prononcé de la sanction se déroulera face au tribunal pour enfants de Lille le 16 janvier 2026. L'audience est levée. Bon, voilà, on a la pression qui retombe un petit peu.
Vraiment, c'est super. Vous avez été jusqu'au bout. Je suis très fier de vous. On va en profiter. On va pas essayer de prendre trop de temps. Il y a un goûter après en plus. Donc, mais effectivement, on a Madame Cécile Nounou qui est avec nous, qui travaille donc à l'ENPJJ, qui est magistrate juge pour enfants mineurs. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, c'est à vous que j'adresse la première question. Alors, est-ce que ça ressemble à un procès de justice pour mineurs? À quel point est-ce que on est proche de la réalité? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je voulais vraiment féliciter tout le monde parce que c'est très juste tout ce que vous avez joué. C'est juridiquement exact. Et puis il y a de la vraie justesse dans les arguments que vous avez réussi à trouver, dans les voilà. Et je trouve que pour dépeindre des jeunes de vos âges, ça n'a pas forcément dû être que facile. Donc vraiment félicitations et c'est très juste. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce qu'on envoie nos juges directement à l'École nationale de la magistrature? Il n'y a plus qu'à. Audrey, donc toi, t'es formatrice ici pour les éducateurs PJJ. On en a 2 qui sont venus à la barre. Tu connais ce monde de la justice. Quel regard tu jettes, toi, sur cette production? On est à quel degré de réalisme? On y est ou pas? Bon, déjà, je me permets parce que je les ai, si j'ai une petite minute, parce que je les ai accompagnés là pendant plusieurs mois. Vraiment, félicitations. J'étais super émue à la fin. Je vous ai trouvé vraiment très très fort. En plus, on s'est vu la semaine dernière pour la répétition avec ma collègue Ludivine. Parce que donc on est éducatrice de formation et je suis bluffée. Cette semaine, j'ai été bluffée. Il y a pas eu de loupé, il y a eu 0 faute. En plus, je tiens quand même à préciser, je trouve que c'est important de le dire, il y a eu beaucoup d'improvisation. Parce qu'en fait, notamment pour les avocats, il y a une partie du texte qui est écrit, mais il y a énormément d'improvisation pour les victimes, parce que les victimes, on peut se dire ça peut être simple, mais il y a de l'improvisation. Faut pas se démonter. Enfin, pour le coup, vraiment félicitations. Et oui, c'était très juste. Et d'ailleurs, moi, ils m'ont bluffé tout le long. En très peu de temps, ils se sont appropriés les mots, le vocabulaire qui est pas évident. MEJP, mesure éducative judiciaire provisoire. Quand on est éducateur PJJ, ok, mais alors quand on est en 3e, c'est pas évident. Donc vraiment félicitations. Les mots étaient là, les mots étaient justes. Il y avait toujours des justifications. Vous avez fait de l'éducatif, les éducateurs. Félicitations. Alors, Jade, puisque t'es là, tu voulais être là. Qu'est-ce que ça fait d'être juge pendant tout ce temps-là? Comment tu l'as vécu? C'est dur, c'est plaisant? C'est plaisant, mais c'est surtout très stressant parce qu'il faut pas se tromper. Faut aussi écouter ce qu'ils disent et rebondir dessus. Ça t'a donné envie de refaire ça? Oui. C'est vrai? Axel? Je t'ai forcé à être là. Tu t'es plaint de pas avoir un rôle suffisamment important. Tu trouves vraiment que ton rôle était pas important finalement? Non, pas tant que ça. C'est vrai? Ouais, Qu'est-ce que t'aurais voulu faire toi alors? Je sais pas, mais j'ai pas compris à quoi il servait vraiment mon rôle. La procureure va t'expliquer. En gros, si tu aurais été un père exemplaire, imaginons ton personnage était un père exemplaire, qui a toujours été présent pour son fils et tout, et que ton fils dérape, ça aurait pas été ta faute, il y aurait pas eu de conséquences vraiment, t'aurais pas pu l'influencer à faire ça. Ça aurait été vraiment du plein gré de ton fils. Donc il aurait peut-être moins été jugé gentiment. Ok, merci. Je te rejoins, Lilou. En fait, ce qui est important aussi dans les rôles des parents que vous avez incarnés, c'est de se rendre compte que les jeunes qu'on prend en charge à la PJJ, parfois au niveau de leur famille, ils ont même quasiment tout le temps des difficultés. En fait, il y a des parents qui parfois sont absents, qui ont eux-mêmes des difficultés, qui eux-mêmes parfois ont été suivis par la justice ou qui sont suivis par la justice. En fait, nous, notre travail, d'ailleurs, c'est pas que de travailler en tant qu'éducateur et dans la justice avec les jeunes que l'on accompagne, c'est aussi de travailler avec les parents. Parce que des fois, on est obligé de réapprendre à ses parents à retrouver une place auprès de leur enfant, parce qu'ils ont une place à avoir auprès de leur enfant. Et pour le coup, quand on voit justement qu'il y a des parents qui ont des difficultés, comme tu as pu, toi, tu représentes un papa qui a des difficultés, qui est pas avec son fils directement, ça permet de se rendre compte que l'envers du décor, qu'en fait, tous ces jeunes, parfois, ils en arrivent là, mais aussi, malheureusement, suite à des carences qu'ils peuvent rencontrer à la maison. Nina, est-ce que au-delà de ce procès fictif, qu'est-ce que tu retiens de toute cette année de cordée? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'était ce que tu imaginais au début? Est-ce que ça se termine comme tu le voulais? Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à quelque chose de moins bien.
Au final, c'est encore mieux de ce que je m'attendais. On a pu faire des sorties que des élèves de notre âge auraient pas pu faire. On est parti au Luxembourg. On a pu apprendre des choses sur la justice et ça nous servira peut-être pour plus tard, pour ceux qui veulent faire du droit. Et ça nous a permis de tous nous rapprocher et on en gardera de très bons souvenirs. Ouais. Et d'ailleurs, on l'a dit en début, on a pas mal d'anciens décordés qui sont là. Eh ben, on va leur demander leur avis, puisque Stéphane, il aime bien parler. Vas-y, dis-moi. Alors, t'as regardé le procès. Qu'est-ce que t'as pensé de ce procès? Il était bien. J'ai trouvé que c'était comme nous, notre année. C'était comme vous ou c'était mieux? C'était mieux, mais on va pas leur en vouloir. Donc c'est aussi cet état d'esprit dans lequel on réalise ces cordées, c'est-à-dire que les cordées, c'est une cordée avec un établissement d'enseignement supérieur, le NPJJ, qui propose une formation supérieure professionnelle, et donc c'est effectivement encorder nos élèves vers la réussite scolaire, vers l'ambition scolaire. Et c'est vrai que cette année, parce que on commence, mais pour la première fois, en faisant revenir les anciens, et j'espère justement qu'au goûter, vous allez avoir le temps de discuter un peu les uns avec les autres, c'est cette idée aussi d'une cordée interne au collège, et que ces anciens qui ont fait les cordées, qui aujourd'hui sont au lycée, qui aspirent à des études supérieures, on pourrait un jour créer un lien de tutorat, d'accompagnement, de développement de la motivation. Et tout ça, ça fait un projet, qui est riche. Et voilà, je suis très content d'avoir passé cette année avec vous. On a passé beaucoup de temps ensemble, surtout pour ceux qui m'avaient en plus en histoire géo. Mais vous pouvez être fiers de vous et j'espère que ça restera à l'intérieur de vous pour vous montrer tout ce que vous êtes capable de réaliser lorsque vous vous investissez et lorsque vous vous dépassez. Bravo. Et puis je vous propose qu'on passe au goûter.